Depuis quelques années, la question de l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat est conjoncturée au Gabon. En effet, en 2016, lors de la présidentielle, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait mis un point d'honneur sur la formation et l'emploi des jeunes. Pour répondre aux besoins de sa population, le chef de l'État a lancé coup sur coup l'Agence nationale des promotions des investissements, en abrégé l'ANPI, afin de favoriser la formalisation et la création d'entreprises chez les jeunes. Dernièrement, il a inauguré le centre de formation professionnelle d'Ongkok, dont l'objectif étant de former les jeunes sur les besoins du marché. Dans le cadre de notre émission, le livre de l'auteur, nous recevons aujourd'hui Hercule Souala, jeune entrepreneur gabonais qui a mis sur le marché il y a pratiquement 2 ans son premier ouvrage intitulé « Repenser le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen ». Dans cette œuvre, l'auteur donne les rudiments nécessaires pour se construire et voir autrement le monde autour de nous. Repenser le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. On en parle maintenant, mais avant, qui est Hercule Souala? Né dans les années 90, dans le Haut-Ogooué, nous sommes là dans la 2e province du Gabon, située dans le sud-ouest du pays. L'homme dont il est question aujourd'hui est à peine âgé d'une 30aine d'années, mais déjà, il se veut être un excellent entrepreneur. Détenteur d'une licence professionnelle en gestion et administration des entreprises, options marketing et communication, Hercule Souala compte à son actif d'entrepreneur des écoles, des restaurants, des médias en ligne et même des cabinets consulting. Cela n'est point étonnant, car ayant pour modèle de vie le feu président Omar Bongo Ondimba, Hercule Souala estime que 30 ans est l'âge requis pour se réaliser. Et comme le dit si bien Épicure dans sa lettre à Menacée, l'un de ses textes favoris, quand on est jeune, il ne faut pas attendre pour philosopher. Et quand on est vieux, on ne doit pas se lasser de la philosophie, car personne n'est trop jeune ni trop vieux pour prendre soin de son âme. Sorti d'une famille d'ouvriers, Hercule Souala reconnaît avoir connu la dure. Si par le passé, le dénommé Obélix, son nom de scène, et les siens avaient du mal à manger les 3 repas jour, aujourd'hui, Hercule Souala dit avoir réussi. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes dans la 2e partie de notre émission, le livre de l'auteur, la seule émission consacrée à la plume gabonaise, mais également africaine. L'œuvre choisie du jour est « Repenser le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen » de Hercule Souala, qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur Souala, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Alors monsieur Souala, vous êtes un jeune entrepreneur du haut de vos 30 ans. Vous êtes déjà président d'un groupe média. Vous êtes également président du mouvement des jeunes entrepreneurs dénommé Wabuna. À côté de ça, vous venez en aide aux jeunes Gabonais qui souhaitent entreprendre. Mieux encore, vous faites dans l'événementiel. Vous êtes un promoteur de la culture gabonaise. Vous avez été, c'est le cas de le dire, un artiste par le passé. Je me rappelle, c'était en 2014, 2015, si j'ai bonne mémoire. Et alors, vous êtes un passionné de la musique. Mais ce qui m'intrigue et ce qui me turlupine un peu dans tout ça, c'est que vous êtes aujourd'hui un écrivain. Comment est-ce que vous arrivez dans le monde de l'écriture avec toutes ces casquettes qui sont sur votre tête? C'est une passion? Si oui, comment est née cette passion chez vous? Alors déjà, merci de me donner la parole sur votre émission. Disons que je suis un amoureux de la vie et lorsqu'on s'intéresse aux autres, lorsqu'on s'intéresse au développement d'un pays ou d'un continent, on ne trouve des réponses que dans la lecture. Parce que ce qu'il est à noter, ce qu'il est difficile au Gabon pour nous de retrouver, je dirais, l'historique de notre civilisation. Et pour avoir des réponses à mes interrogations sur le continent et sur notre pays en particulier, je suis allé lire, j'ai commencé à lire des œuvres
je dirais un peu comme tout le monde. Après, je me suis intéressé à la littérature africaine et ensuite à la littérature gabonaise, jusqu'à ce que je me suis dit, pourquoi pas partager ma modeste expérience d'entrepreneur, pas jeune, parce que je tiens toujours à rappeler aux gens, le mot jeune pour moi me dérange un peu, parce que je pense qu'à 30 ans, on a un parcours, on a une expérience qui nous permet d'apporter aux autres. Donc je ne me considère plus comme un jeune, je suis jeune en âge, mais en termes de maturité, il y a plusieurs personnes qui ont mon âge et qui font de très grandes choses pour le monde. Donc le mouvement Wabuna n'est pas le mouvement des jeunes entrepreneurs, c'est le mouvement des entrepreneurs. Nous n'aidons pas que des jeunes Gabonais, nous aidons les Gabonais en général. C'est juste pour clarifier parce que nous n'aimerons pas qu'on nous limite dans notre champ d'action. Merci. Alors, monsieur Hercule Zessoala, nous en venons à présent à parler de votre ouvrage. Le titre de cet ouvrage est « Repenser le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement en citoyen ». Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce titre, du moins Nouveau Gabon, parce que je vois bien que Nouveau Gabon est entre guillemets. Pourquoi Nouveau Gabon et pourquoi Nouveau Gabon est entre guillemets? Alors, vous savez, notre pays a connu ses indépendances en 1960. Le Gabon est un pays qui a énormément de richesses et nous avons évolué dans une société où on avait promis aux gens tout cadeau. D'accord. Vous voyez? Et notre pays a connu un développement assez rapide, mais les Gabonais ne se sont pas imprégnés des opportunités qu'il y a dans notre nation pour devenir ceux qui gèrent les finances. Aujourd'hui, nous avons plusieurs frères étrangers qui vivent chez nous, qui ont des meilleures situations, qui gèrent la majorité des commerces qui sont censés apporter des emplois. Ce n'est pas de la faute des étrangers, mais c'est de la faute des mentalités gabonaises. Le nouveau Gabon... C'est ce qu'on nous a appris pendant longtemps. Hein. Effectivement. Qu'il fallait être dans un bureau. C'est pour cela que nous devons éduquer. Nous devons former et nous devons transformer les mentalités par l'écriture. C'est pour cela que le nouveau Gabon auquel nous pensons ici, c'est un Gabon où les populations sont, je dirais, participatives et inclusives dans le processus de développement économique, social, culturel. Vous comprenez? Le nouveau Gabon, pour moi, modestement, c'est un Gabon où chacun de nous participe au développement de la nation, à l'amélioration des conditions de vie. Et ce nouveau Gabon, il a commencé avec le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, mais nous nous disons que nous, en tant que citoyens, nous avons notre part de responsabilité d'informer, de communiquer, de partager des expériences avec des jeunes. Moi, j'ai eu la chance de connaître la lecture un peu tôt, mais pour les autres jeunes, je dis c'est complètement impensable de savoir qu'il y a des jeunes Gabonais qui ne lisent pas. C'est dans la lecture qu'on retrouve les réponses aux interrogations de la vie. Comment devenir riche, comment devenir sage, comment apprendre à s'exprimer, comment devenir éloquent, comment devenir, je dirais, altruiste, comment. Toutes ces questions ont des réponses. Et moi, avec la grâce de Dieu, j'ai trouvé la réponse à toutes ces interrogations dans des livres. Vous dites bien que vous avez trouvé toutes ces inspirations dans les livres, mais on voit qu'aujourd'hui, dans des écoles, on ne retrouve plus les bibliothèques. Comment est-ce que vous pouvez penser que la génération actuelle peut avoir accès à des livres si dans leur univers, on ne leur présente pas des livres? Alors, déjà, c'est un constat amer que vous relevez ici, de savoir que dans un pays où nous aspirons à atteindre l'émergence, que nous n'ayons pas de bibliothèque. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler. Vous vous rappelez, nous avons eu des échanges d'ailleurs avec vous sur la mise en place d'une certaine organisation qui va prôner pour le retour du livre, donc des bibliothèques. Mais ce n'est pas une limite pour la jeunesse gabonaise et pour le Gabon. Lorsque nous avons des ambitions, nous devons nous donner les moyens de les atteindre. Lorsque nous sommes à la quête de la sagesse, à la quête du savoir, on se doit d'aller chercher. À la gare routière, il y a des livres au sol. Et moi, j'ai la chance de voyager. Déjà, je tiens à adresser toutes mes salutations à mes amis du Rwanda, à INA Think Tank, qui est une organisation qui prône pour le développement du continent par son élite. Et je salue Damien Omnon, s'il me suit sur votre émission. Mais lorsque je voyage, lorsque je vais à l'étranger, lorsque je dépose mes valises à l'hôtel, la première chose que je demande, c'est où se trouve la bibliothèque. Vous voyez un peu? Parce que pour connaître l'histoire d'un peuple, pour connaître l'évolution d'une société, il faut aller dans la lecture. Et la lecture nous
permet de voyager à travers des mondes imaginaires, à travers des mondes qu'on n'a pas connus, à travers des mondes réels. Et ces illustres penseurs qui sont, je dirais, ceux qui ont fait notre continent, parce que je lis beaucoup l'élite, je lis beaucoup les chefs d'État africains, je lis beaucoup les hauts diplomates, parce que ces personnes ont l'historique de l'essor de nos pays respectifs et de notre continent en général. Donc j'essaye d'aller puiser dans ces livres-là la connaissance. Ça n'a pas de prix, mais je vous le dis aux jeunes Gabonais qui me suivent, c'est dans les livres. Il y a tout un trésor que nous ne pourrons jamais trouver nulle part. Merci à vous, monsieur Oswala. Alors, cette première de couverture, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un peu. Je vois sur cette première de couverture un hexagone et donc un polygone à 6 côtés. On voit bien qu'il a déjà éclaté. Nous avons des petits carrés comme ça qui se sont déjà volatilisés. Et à l'intérieur de cet hexagone, on voit l'Afrique, la cartographie de l'Afrique. Et tout au fond de cette cartographie de l'Afrique, on voit un point bleu avec... on voit bien que c'est le Gabon parce que c'est la cartographie du Gabon. Et autour de ce polygone à 6 côtés, on voit des visages de quelques présidents de l'Afrique. Je reconnais ici le président Léomba, le tout premier président du Gabon. Je vois le président Omar Bongo, je vois Rose Francine Rogombe, je vois Kadhafi, je vois également Nelson Mandela. Alors, expliquez-nous un peu cette première de couverture. Pourquoi un hexagone et pourquoi ces différentes figures? Alors déjà, vous essayez de voir le dessin à travers lequel nous avons essayé d'illustrer notre pensée. C'est le logo du mouvement des entrepreneurs engagés au Abuna qui est en train de se transformer en centre d'éveil. Dans quelques mois, nous allons ouvrir le premier centre d'éveil au Gabon avec une grande bibliothèque à l'intérieur. Nous sommes en train d'y travailler. Ici, vous avez des couleurs comme le bleu, le vert, jaune, bleu qui apparaissent déjà dans cette carte, qui sont d'ailleurs les couleurs dominantes. Vous avez le bleu ici qui représente là le Gabon juste au centre. Les visages que vous essayez de voir, premièrement, vous avez le père de l'indépendance, qui est Léomba. C'est un personnage, je dirais, important. Ce sont les pères de l'indépendance. C'est qu'on ne peut pas parler du Gabon sans parler de lui. On ne peut pas parler du Gabon sans parler de lui. Par la suite, vous avez le président Omar Bongo, qui a prôné pour la paix au niveau du continent. Il a été un très grand médiateur. Si vous avez des très bons souvenirs, vous allez vous rappeler que la guerre en Centrafrique, Omar Bongo a énormément participé au dialogue au niveau de la Côte d'Ivoire en 90-92, lors de la crise en Côte d'Ivoire. Il a énormément prôné pour le dialogue, la sortie d'ailleurs de Nelson Mandela, le premier voyage de ce personnage éminent pour notre continent, est au niveau du Gabon. Après, vous avez Muammar Kadhafi qui prône pour l'unité africaine. Bien sûr. Vous avez ici M. Dangote qui est pour moi le modèle de réussite par excellence. Parce que c'est l'homme le plus riche d'Afrique, c'est un philanthrope, c'est un visionnaire, c'est un personnage qui nous montre que l'Afrique aussi, à travers l'entrepreneuriat, peut, je dirais, rehausser son image. Et M. Dangote est un modèle partout dans le monde. Il est reconnu pour ses stratégies, il est reconnu pour son sérieux dans l'investissement. Et c'est ce qui m'a mené ici à mettre tous ces visages. Rose Francine Rogombe a été, pour moi, je dirais, c'est... on parle aujourd'hui de décennies de la femme, mais bien avant, moi je pense que le Gabon a énormément de femmes dynamiques et elle a permis à ce que notre pays puisse avoir une transition stable. Les institutions sont restées, je dirais, exemplaires. Et c'est ce qui nous emmène à saluer la mémoire de cette dame. Je tiens notamment à remercier l'ensemble de sa famille pour le combat noble qu'elle a mené pour notre pays. Et je salue la mémoire de cette grande dame. À présent, nous allons nous intéresser à l'œuvre en elle-même, sinon aux différents chapitres développés dans cet ouvrage. Nous savons que cette œuvre est divisée en 10 chapitres. Nous n'allons pas pouvoir parler de tous les 10 chapitres en 20 minutes. Mais nous avons sélectionné 3 d'entre eux. Le premier étant l'État et ses dirigeants doivent redéfinir leurs priorités. Bien sûr. Alors, est-ce que ce n'est pas paradoxal de dire ici un État trop fort est un État fragile? Mais bien sûr. Vous le dites. Un État trop fort est un État fragile. Est-ce que ce n'est pas
paradoxal de le dire. Si un État il est fort, alors il doit être capable de subvenir comment on va dire, de subvenir aux besoins de ses enfants, de subvenir aux besoins de ses citoyens, de pouvoir permettre à ses enfants d'accéder à des postes, sinon à des emplois assez convenables. Si un État est fort. Un État trop fort, c'est dans le sens de la force physique. D'accord. Que nous essayons d'exprimer cette pensée. Parce que vous voyez, la liberté d'expression, elle est indispensable. Lorsque nous souhaitons développer un pays, il faut que nous ayons la pensée de tout un chacun. Le pour et le contre sont, je dirais, fusionnels. Nous ne pouvons pas être dans un pays où lorsque le parti au pouvoir parle, l'opposition n'a pas son mot à dire. Vous comprenez? Vous dites ceci à la page 45, nous sommes bien au chapitre 4, donc c'est le premier point, c'est notre premier chapitre. Au Gabon, certains leaders politiques ont une inclination pour l'enrichissement extrêmement rapide. Bien évidemment, ils veulent remplir sans vergogne leur compte bancaire au détriment du développement du pays. On entre en politique pour se remplir les poches. Je pense que c'est vraiment triste. On détourne des milliers de milliards de francs CFA des caisses de l'État alors que les jeunes n'ont pas de travail. Les écoles manquent de table-bancs. Les villageois n'ont pas d'eau potable. Il faut l'admettre, la plupart de nos projets de développement ont été sabotés durant trop longtemps par une classe dirigeante égoïste et manipulatrice. Qu'est-ce que vous voulez nous démontrer? Ce que je veux démontrer, madame, c'est que notre pays a énormément de richesses, de potentiel. Notre pays regorge d'une classe intellectuelle inimaginable. Les Gabonais sont dynamiques, intelligents, disponibles. Regardez l'état de notre pays. Regardez l'université Omar Bongo Ondimba. Regardez les routes. Qu'est-ce qui se passe avec Regardez, l'université Omar Bongo? Mais on aurait pu avoir 4 autres universités depuis tout ce temps. Chaque année, on nous explique qu'il y a des budgets qui sont décaissés. Nous faisons des prêts avec le FMI et ainsi de suite. Le chef de l'État donne des instructions, de l'argent est injecté dans différents secteurs et nous ne voyons pas des avancées. C'est pour cela que nous réprimandons. C'est pour ça que nous alertons en disant qu'il est important pour les hommes politiques de repenser leurs priorités. Est-ce que nous entrons en politique pour nous servir ou servir les autres? Moi, avant de rentrer en politique, j'avais déjà des moyens. Vous êtes ici chez moi. Vous dites ceci à la page 47. Excusez-moi. C'est un sujet important. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit ici de l'avenir d'un peuple. Et l'avenir d'un peuple, je pense que c'est une condition indispensable pour l'évolution de notre nation, du Gabon en particulier. Les hommes politiques sont censés être exemplaires. Les hommes politiques sont censés tirer la main du peuple afin que chacun de nous puisse grandir et vivre dans de meilleures conditions. Mais lorsque des budgets sont détournés au profit d'un groupe de personnes, alors que des millions de gens souffrent, madame, nous ne pouvons pas nous taire. Vous poursuivez en disant « Je pense que si les politiques veulent atteindre les objectifs de développement escomptés, il est plus que nécessaire que l'État puisse redéfinir ses priorités. Les mesures d'assainissement des finances publiques qui visent à réduire le train de vie de l'État sont à saluer. En effet, elles devraient permettre de réaliser en moyenne 70 milliards de francs CFA d'économie annuelle, ce qui devrait faciliter les investissements dans les secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation, l'agriculture et surtout l'entrepreneuriat. » Plus loin, vous dites à la page 47, « En période de crise économique, les enjeux de la cohésion sociale et de la solidarité sont plus que jamais d'actualité. Ainsi, devons-nous apprendre à serrer la ceinture, nous adapter et accepter de fournir des efforts dans cette perspective, l'État doit montrer l'exemple. » Bien sûr. Vous l'avez dit, je me rappelle, c'était en 2018, lorsque le Premier ministre Issa Zengandé amenait le plan de relance économique. Il demandait qu'on arrête de payer les voitures. Surfacturer, les voyages en première classe. Et donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, cette stratégie de relance économique est effective ou est-ce que on est retourné dans l'ancienne méthode? Alors, vous savez, aujourd'hui, notre pays a connu une grande évolution en termes de réformes s'agissant de la bonne gouvernance. Et pour cela, je tiens à saluer les efforts du président de la République et ses équipes qui, je dirais, martèlent sur ces questions de bonne gouvernance. Le Gabon est un pays qui fait son bout de chemin, comme toute autre nation, mais les habitudes ne se changent pas en une année, en 2 années. Les habitudes ne se changent pas en 3 années. Il faut éduquer dès la base les populations à être exemplaires.
lorsque j'ai écrit ce livre, j'étais dans une certaine psychologie, mais je me rends compte qu'il n'y a pas que les gouvernants qui doivent changer. Même nous, les populations lambda, nous devons avoir des bonnes habitudes qui consistent à refuser la corruption dès le bas niveau de la société. Deuxième chapitre, monsieur. Excusez-moi, ou pour avoir des services, il faut glisser un billet, ou pour avoir accès à un traitement à l'hôpital, il faut corrompre quelqu'un. Donc cette gangrène est néfaste pour la nation et je pense que nous devons revoir le fonctionnement à tous les niveaux et surtout, excusez-moi, sanctionner ceux qui ne respectent pas les instructions du chef de l'État. Deuxième point, sinon deuxième chapitre, nous sommes au chapitre 7, mes pistes de solutions pour la lutte contre le chômage des jeunes. Alors vous dites ceci à la page 69. Les mesures prises le 21 juin 2018 par le gouvernement en vue de l'assainissement des finances publiques doivent amener chaque Gabonais à prendre ses responsabilités. Alors vous dites ceci plus bas, de fait, les citoyens sont désormais appelés à réapprendre à aller à la pêche et à la chasse pour ne pas mourir de faim, c'est-à-dire à être plus que jamais responsables de leur devenir en travaillant sans relâche. Plus loin, vous dites, c'est dans l'ordre des choses. C'est normal. Seulement, il revient à l'État de jouer pleinement son rôle en accompagnant davantage les initiatives privées. Ne pensez-vous pas ici que demander également à l'État de venir en aide, de subventionner ces jeunes qui veulent entreprendre serait un autre poids lourd qu'on va lui mettre sur le dos? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que, madame, si l'État doit également construire des hôpitaux, est-ce que ce n'est pas trop lourd? Mais lorsque vous construisez des hôpitaux, lorsque vous construisez des routes, qui va rouler dessus si les Gabonais ne peuvent pas s'acheter des véhicules? Lorsque vous construisez les hôpitaux, qui va aller se faire soigner si les Gabonais n'ont pas de l'argent pour payer des factures? Vous comprenez? L'État doit pouvoir créer le cadre, et ce qui est déjà fait actuellement avec la NPI, avec l'ensemble des réformes initiées par le chef de l'État, il y a une amélioration. Et tout à l'heure, vous avez parlé de ces populations qui doivent revoir leur manière de faire. Ce qui est dommage au Gabon, c'est que lorsqu'une personne est nommée à des hautes fonctions, il devient tout de suite le banquier de la famille. Au moindre problème, on vient le solliciter. Les voisins, les parents de la circonscription dans la province où il est originaire. Vous voyez, ce qui pousse les gens à voler, madame, c'est lorsqu'ils sont acculés. C'est lorsqu'ils ont l'impression que pour exister, ils doivent forcément donner de l'argent. Moi, par exemple, je pousse les gens, lorsqu'ils viennent vers moi, à aller chercher eux-mêmes leur budget pour s'élancer. Parce que lorsque vous donnez tout à quelqu'un, il n'est pas possible à cette personne de connaître c'est quoi le goût de l'effort. Maintenant, s'agissant de ce que nous avons... La deuxième partie parlait de... Subventionner. Regardez. Vous avez beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui ont des business qui marchent. Vous voyez, ces business peuvent être à l'origine de la création de milliers d'emplois. Il suffit d'accompagner ces entrepreneurs. Par exemple, les banques doivent pouvoir donner des crédits aux entrepreneurs gabonais qui sont crédibles. L'État gabonais doit pouvoir... Et comment tester que telle personne est crédible ou pas? Mais il y a des critères. Par exemple... je crois savoir que vous venez en aide à des Gabonais déjà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de donner à quelqu'un qui vous a volé de l'argent après? Oui, c'est récurrent. Mais vous voyez, nous sommes... Et vous pensez que l'État pourrait encore... Nous sommes des associations. Et lorsque nous venons en aide, c'est plus dans le cadre social. Mais des organismes financiers comme des banques doivent pouvoir avoir des bons critères et accompagner les bonnes initiatives. L'État doit pouvoir favoriser à travers des entreprises comme la Banque gabonaise de développement ou EDG. Vous avez encore la CDC. Ces entités bancaires et financières doivent pouvoir octroyer des fonds spéciaux pour le développement entrepreneurial. Très bien. Dernier point, nous sommes dans l'entrepreneuriat des jeunes. Le dernier chapitre, l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes à la page 89. Et vous dites ceci, depuis plusieurs décennies, l'argument stipulant qu'il faut être forcément agent public pour réussir sa carrière n'a cessé de prendre de l'ampleur au Gabon. Par conséquent, le rêve de tout Gabonais était d'être recruté dans la fonction publique et jouir du statut de fonctionnaire. À cette époque, certains avaient honte de travailler dans le secteur privé. Moi, j'ai envie de dire peur de travailler dans le secteur privé parce que qui dit fonction publique dit stabilité, dit assise et dit garantie, alors que le secteur privé...
Alors, le secteur privé que nous évoquons ici, ce sont des initiatives personnelles. Vous savez, j'avais discuté avec, par exemple, les agriculteurs de l'IGAD qui me disent qu'à l'époque, lorsqu'ils venaient faire de l'agriculture, ils mettaient des vestes pour venir parce qu'ils montaient à leurs femmes qu'effectivement, ils allaient au travail. Parce que pour certaines personnes à l'époque, aller travailler, faire de l'agriculture n'était pas un travail. Ils trouvaient ça que c'était honteux, que c'était dégradant et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous avez des multimilliardaires qui réussissent grâce à l'agriculture, au niveau du Cameroun, au niveau du Gabon d'ailleurs. Moi, je pense que l'entrepreneuriat est une piste de solution concrète. C'est une piste de solution qui peut véritablement aider le Gabon à atteindre son objectif de développement. Si nous avons plus d'hommes d'affaires qui vont investir dans différents secteurs, cela va alléger les missions de l'État. Cela va alléger les responsabilités de l'État dans la création d'emplois. Et ailleurs, au niveau des États-Unis, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Maroc, dans des grandes nations aujourd'hui qui font la fierté du monde, c'est l'entrepreneuriat, madame. Dernière question, Monsieur Souala. Pensez-vous que vous avez réussi? Objectivement, je pense que la réussite est un état d'esprit. Je suis quelqu'un d'heureux, je suis en parfaite santé, j'ai des enfants adorables, je vis dans ma maison, j'ai des collaborateurs exceptionnels. Je sers mon pays à travers mon travail au niveau de la présidence de la République. Je dirais que j'ai réussi ma vie. À 30 ans, je me définis comme étant quelqu'un de stable. L'un des leaders, vous pouvez vous compter parmi les leaders de l'élite du pays? Ce n'est pas à moi de le dire, madame. Je me considère comme un Gabonais qui sert son pays et c'est un honneur pour moi de participer modestement à mon niveau au réveil des consciences et au développement de la Merci à vous, Monsieur Souala, d'avoir accepté notre invitation. On se dit certainement à la prochaine pour un nouveau numéro de notre émission, Le Livre de l'Auteur. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent à la troisième partie de notre émission, l'actualité littéraire de la semaine. Pour aujourd'hui, voici notre actualité littéraire. Un roman policier de Janice Otiemi, Le chasseur de lucioles, paru aux éditions Gigal en 2012. L'auteur dépeint une société en proie à la corruption et où le crime est sans cesse grandissant. Le chasseur de lucioles raconte les meurtres de plusieurs prostituées commis par un serial killer qui ne cherche qu'à se venger parce qu'il a découvert qu'il est séropositif. Voilà qui met un point final à notre émission, Le Livre de l'Auteur. On se dit prochain rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye.